Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée L'art de penser et l'avenir de l'humanité. Alors, quel lien, quelle relation entre l'art de penser et l'avenir de l'humanité? En fait, c'est très simple. L'avenir de l'humanité, le devenir de notre société, de notre culture, de notre civilisation, le futur de la planète dépendent directement des décisions, des choix que nous allons faire, que nous allons prendre dans les années qui viennent, tant individuellement que collectivement. Et comment prenons-nous nos décisions? Évidemment, à la suite d'une pensée, à la suite d'une réflexion, plus ou moins approfondie, plus ou moins impulsive. Donc c'est la qualité même de la pensée qui va déterminer la qualité, la pertinence, la valeur de la décision que nous allons prendre. Et c'est précisément parce que souvent les êtres humains pensent de manière impulsive, de manière irréfléchie, qu'ils agissent par voie de conséquence de manière impulsive, irréfléchie. Donc je crois que c'est assez clair, le devenir, le futur, l'avenir de l'humanité dépend de sa capacité à penser avec sagesse, avec lucidité, avec pertinence, avec justesse. D'où l'importance de l'art de penser. Et c'est la question de savoir si l'humanité va connaître, découvrir, appliquer, exercer l'art de penser qui va déterminer le futur de l'humanité. Si nous savons penser vraiment, nous allons prendre les bonnes décisions. Si nous continuons à penser n'importe comment, à penser de manière émotionnelle ou de manière idéologique, de manière impulsive et irréfléchie, on va continuer à faire des bêtises, à prendre les mauvaises décisions. Je crois que ça me paraît clair. Alors je sais que dans les milieux spirituels, on ne veut pas s'intéresser à la pensée. La pensée est suspecte, il y a l'idée que il ne faut surtout pas penser. Vous trouverez dans les rayons développement personnel des librairies des bouquins du genre « Au secours, je pense trop ». Comment ne plus penser? Ça me semble tout à fait irresponsable que de se fixer comme objectif de ne plus penser. Penser est indispensable. Le problème, c'est pas d'arrêter de penser, mais c'est d'apprendre à penser. Je crois qu'on ne pense jamais trop, mais on pense souvent mal. Et c'est quand on pense mal, c'est-à-dire de manière comment dire, inappropriée, que nous allons prendre les mauvaises décisions. Voilà, donc je propose également à nos amis les spirituels de s'intéresser à l'art de penser parce que vivre sans penser ne présente aucun intérêt. En plus, on n'y arrive pas parce que les pensées reviennent de manière obsessionnelle. Donc je propose plutôt que de se fixer comme objectif de ne plus penser, ce qui est absurde, et le pire c'est si on y arrive, parce qu'on devient complètement stupide et robotique, au lieu de se fixer comme objectif de ne plus penser, je vous propose de vous fixer comme objectif de penser avec justesse et sagesse. Alors je résumerai l'art de penser en 4 points, qui sont 4 adjectifs, 4 qualificatifs qui permettent de percevoir en quoi pourrait consister une pensée juste, une pensée sage, une pensée profonde, une pensée bonne. Premier qualificatif, première expression, la pensée paisible. La pensée paisible, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour penser avec justesse, il faut penser calmement. Il faut se calmer. Il faut prendre le temps de réfléchir et donc d'établir la connexion avec soi-même. Donc le contraire de la pensée paisible, c'est la pensée émotionnelle, c'est la pensée impulsive, la pensée perturbée, la pensée agitée, la pensée névrotique. Il est évident que si l'on pense ainsi sous l'emprise de la peur, de la tristesse, de la colère,
notre pensée sera colorée par ces émotions problématiques, et donc les décisions que l'on prendra et les paroles que l'on prononcera sous l'empire de la colère ne seront pas des bonnes paroles, des bonnes décisions. Et après, il faudra rectifier le tir, le cas échéant, s'excuser d'avoir eu des paroles qui dépassaient notre pensée. Donc penser de manière émotionnelle n'est pas la bonne manière de penser. Et alors, comment dépasser le stade de la pensée émotionnelle? Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle sa pensée. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que moi je propose ce que j'appelle la transmutation des émotions pour parvenir à l'état de calme. C'est-à-dire tout simplement vivre l'émotion. Bon, par exemple, là j'ai un peu le trac, je suis un peu ému, donc je respire spontanément, naturellement, comme ça me vient. Voilà, et en quelques instants, j'acquiers un état de calme. Donc sur la pratique de la transmutation, vous pouvez aller consulter ma vidéo qui s'appelle « Comment transmuter ses émotions ». Voilà. Et quand on est dans un état de calme, la pensée devient une pensée méditative. Vous voyez, parce que on s'intériorise. Et d'ailleurs, en Occident, l'idée de méditation, contrairement à ce qui se passe en Orient, est liée à la pensée. On dit on va méditer sur tel ou tel sujet. Même dans le bouddhisme, par exemple, on va dire on va méditer sur telle ou telle affirmation, telle ou telle idée. Donc en fait, la méditation n'est pas du tout traditionnellement coupée de la pensée. Donc il faut bien comprendre qu'il y a toute une gradation dans les pensées. Il y a des pensées folles, il y a des pensées délirantes, et puis il y a des pensées sages, des pensées élevées, des pensées, disons, spirituelles, des pensées qui sont accompagnées d'un haut niveau de conscience. Donc de la qualité de la conscience, du niveau de conscience, dépendra la qualité de la pensée. C'est pourquoi l'art de penser est fondamentalement spirituel. C'est dans la mesure où l'on est capable de vivre des états de conscience élevés, connectés à notre sagesse intérieure, notre sagesse profonde, que l'on sera capable de penser de manière juste et de manière sage, de manière spirituelle, disons, et de prendre donc les bonnes décisions, des décisions sages, des choix éclairés. Alors, il ne faudrait pas en conclure qu'il ne faudrait pas penser et parler avec ferveur et avec ardeur, avec enthousiasme. Dans la mesure où la transmutation de l'émotion amène la transformation de l'émotion en sentiment, il est normal, il est légitime que l'on soit porté par ce sentiment, donc par l'ardeur et la ferveur. J'aime beaucoup le mot ferveur, qui est un mot qu'on a un peu, qui est un peu tombé en désuétude, mais qui est un mot magnifique. Donc la pensée peut être ardente et fervente. Et ça ne signifie pas que ce soit une pensée névrotique ou émotionnelle, mais au contraire une pensée impulsée par le sentiment. Alors, deuxième qualificatif, deuxième aspect de l'art de penser, la pensée vivante. Alors la pensée vivante, qu'est-ce que ça signifie? La pensée vivante, c'est évidemment le contraire de la pensée morte. Et la pensée morte, c'est ce que j'appellerais la pensée idéologique. C'est-à-dire la pensée conforme à une idéologie de référence. Donc c'est une non-pensée, puisque au lieu de penser véritablement par soi-même, on va se contenter, dans le cadre de la pensée idéologique, de répéter les dogmes de son idéologie de référence. Que cette idéologie soit religieuse, politique, philosophique, sociologique ou autre. En fait, à chaque fois qu'au lieu de penser, on va sortir, on va répéter une formule toute faite, eh bien on ne pense pas. On se coule dans les moules préétablis des autoroutes de la pensée toute faite. Alors pourquoi on fait ça? Pour deux raisons. Parce que apparemment c'est plus simple, c'est plus facile, ça évite de penser, ça évite de réfléchir. Donc ça évite de prendre le risque d'être en désaccord avec les autres,
voilà, on rentre dans le moule en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi pour considérer qu'on est sa propre autorité. Mais finalement, quand on décide de rentrer dans le moule, on fait un choix. On prend une décision finalement. Donc au final, on est toujours l'auteur de ses propres décisions. Donc autant aller jusqu'au bout de la démarche, si je puis dire, c'est-à-dire de penser réellement par soi-même. Donc si vous voulez, ce que j'appelle la pensée vivante, c'est une pensée autonome, une pensée personnelle, puisqu'on pense par soi-même, et c'est une pensée libre, puisqu'on n'est plus tenu d'être conforme aux dogmes, aux normes, aux repères, aux commandements, aux interdits de son idéologie de référence. En fait, c'est extrêmement jouissif parce que du coup, on acquiert cette liberté. Moi, je parlerais même de pensée sauvage, de pensée hors norme. Hein, ce sera développé dans les 3e et le 4e aspects. Et du coup, la pensée devient un bonheur et un plaisir, une jouissance. Parce que, voilà, on est libre de penser ce qu'on veut. On n'est plus soumis aux fourches codines de la conformité à une quelconque idéologie de référence. Il faut bien comprendre que si je parle de pensée vivante, on pourrait même parler de pensée organique, c'est parce que contrairement à la pensée idéologique, qui est une pensée figée, rigide, dogmatique, établie une bonne fois pour toutes par d'autres, par des autorités extérieures à soi-même, la pensée vivante est une pensée qui peut bouger. C'est-à-dire que si on acquiert des informations nouvelles, si on entend un point de vue qui nous semble pertinent, la pensée vivante, la pensée libre, la pensée véritable est susceptible de modification, susceptible d'évoluer. C'est pourquoi je parle de pensée vivante précisément, parce qu'elle est adaptable, elle intègre les éléments nouveaux. C'est aussi pourquoi la pensée vivante a pour corollaire nécessaire l'ouverture d'esprit. Précisément parce qu'on n'est plus inféodé, rattaché à une idéologie de référence, on a une ouverture d'esprit. Alors que quand on a adhéré à un système, à une idéologie de référence, on va rejeter, on va refuser d'entendre tous ceux qui ne sont pas conformes à cette idéologie de référence. Donc par définition, on perd son ouverture d'esprit. Donc il ne s'agit pas d'une véritable pensée, qu'une pensée qui refuse d'entendre l'autre ou un autre son de cloche. Et puis, alors, et c'est paradoxal apparemment, l'ouverture d'esprit s'accompagne également de l'esprit critique. Et l'esprit critique est fondamental. Si on n'a pas d'esprit critique, c'est qu'on ne pense pas véritablement, qu'on est un mouton ou un robot, comme je disais tout à l'heure, qui se contente de répéter les formules toutes faites, les dogmes de son idéologie de référence. Pour ma part, j'ai toujours conservé mon esprit critique parce que je suis attaché à ma liberté de penser partout où je suis allé. Je me suis intéressé à toutes sortes de systèmes de pensée, d'ailleurs à l'ensemble des systèmes de pensée. À chaque fois, j'ai voulu en savoir plus, poussé par la curiosité qui va avec l'ouverture d'esprit, mais en conservant une distance critique. Une distance critique, c'est quoi finalement? C'est une liberté de penser. On n'adhère pas, et donc on n'adhère pas à un système. Donc on conserve sa liberté d'analyse, sa distance critique. Encore une fois, dans les milieux spirituels, l'esprit critique est mal vu, on l'appelle jugement, parce qu'on pense que l'esprit critique est négatif. Pas du tout, parce que la critique, elle peut être péjorative, elle peut aussi être laudative. Donc l'esprit critique n'a rien à voir avec l'agressivité, la méchanceté ou la malveillance. Ça a à voir avec la liberté. La pensée véritable, la pensée vivante, c'est tout à la fois l'ouverture d'esprit et la distance critique, sans laquelle il n'y a pas de véritable pensée. Comme disait Beaumarchais, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et donc sur cette question du jugement et de l'esprit critique, je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Oser penser » où j'ai expliqué à quel point cette idéologie du non-jugement est totalitaire puisqu'elle empêche finalement tout esprit critique, donc toute liberté de penser.
il faut bien comprendre précisément que ce que j'appelle la pensée morte, c'est-à-dire la pensée idéologique, autrement dit la bien-pensance, est totalitaire. Alors, elle est valorisée. Elle est valorisée. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'on répète les normes du milieu dans lequel on se trouve, on n'a pas de problème et c'est valorisé. Si on dit la même chose que tout le monde. Simplement, c'est pas très intéressant parce que ça montre qu'on n'a aucune personnalité et que finalement, encore une fois, on n'est pas un esprit libre. Et la pensée idéologique, la pensée morte, la pensée rigide, est vraiment de nature totalitaire, tout simplement parce qu'elle interdit de penser autrement. Alors, il y a deux formes que peut prendre ce totalitarisme de la pensée idéologique. Ou bien la pensée brutale. Le totalitarisme ancien, la pensée idéologique old style, si vous voulez, qui est la pensée des religions. Autrefois, si vous n'étiez pas d'accord avec les dogmes de la religion, vous finissiez sur le bûcher, écartelé, ou Dieu sait quoi encore, ou mis en prison dans les systèmes totalitaires. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que j'appellerais la pensée brutale, la pensée fanatique, la pensée dogmatique. Mais il y a une forme nouvelle, si vous voulez, de totalitarisme, c'est la fameuse pensée positive, ce que j'appellerais la pensée mièvre, la pensée niaise ou la pensée bisounours. Vous savez, c'est ces gens qui sourient tout le temps, qui justement s'interdisent l'esprit critique parce qu'ils s'interdisent tout jugement. Et à ce moment-là, si vous ne rentrez pas dans les dogmes et les canons, les commandements et les interdits de la pensée bisounours, de la pensée positive, eh bien vous êtes rejeté. Alors vous n'êtes pas écartelé, vous n'êtes pas brûlé vif, mais vous êtes rejeté et on refuse le dialogue. On refuse de continuer à discuter avec vous et à vous fréquenter tout simplement. Donc si vous voulez, la pensée bisounours, la pensée positive, la pensée niaise, la pensée mièvre, est une autre forme de totalitarisme, un totalitarisme soft. Donc c'est évidemment pas la solution. Troisième aspect de l'art de penser, troisième caractéristique de la pensée juste, la pensée fertile. Qu'est-ce que cela signifie? De la même manière qu'une terre fertile produit de beaux fruits, une pensée fertile, la pensée fertile produit des pensées justes, profondes, pertinentes, essentielles. Donc ce sont des pensées qui procèdent réellement de soi. C'est la conséquence, si vous voulez, du dépassement de la pensée émotionnelle et de la pensée idéologique. C'est ce qui se produit lorsque l'on se met vraiment à l'écoute de soi, lorsque l'on commence véritablement à réfléchir. Lorsque l'on se met à l'écoute de soi, qu'est-ce qu'on va contacter? On va contacter ce que l'on appelle l'intuition, dont l'existence est reconnue même par les matérialistes et les athées. Même eux reconnaissent que l'intuition existe. Et donc, que nous le sachions ou pas, que nous en servions ou pas, nous sommes dotés d'une sagesse intuitive, d'une sagesse profonde que nous pouvons contacter à volonté. Et alors, cette sagesse a une caractéristique intéressante, c'est que c'est la pensée du sentiment. Car conscience et sentiment ne font qu'un. Pourquoi? Parce que quand on dépasse le stade des émotions perturbatrices, on se connecte à son cœur, à son sentiment profond, et donc on se comporte spontanément de manière altruiste. C'est-à-dire que à partir du moment où on se connecte à son intuition, on ne peut pas se comporter de manière violente ou cruelle ou malfaisante vis-à-vis d'autrui. Donc cette pensée intuitive est aussi une pensée inspirée par la bonté, par l'empathie, par la compassion, par la bienveillance. Et donc ça montre bien que pour qu'une population se comporte de manière sage et éclairée, les religions, avec leur cortège de commandements, d'obligations et interdits, ça ne fonctionne pas, puisque ça fait des millénaires que ça existe et que, je sache, ça n'a jamais bien fonctionné, ça n'a jamais permis réellement au peuple humain de s'élever à un stade supérieur de conscience et d'évolution. En revanche, si les êtres humains
prennent l'habitude de se connecter à leur intuition, à leur sagesse profonde, leur sagesse intérieure au moment d'agir, alors ils agiront véritablement avec sagesse et avec bonté. Les comportements d'exploitation et de domination ne sont possibles, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que si l'on est coupé du cœur, coupé de l'être essentiel. Donc vraiment, la solution pour amener l'humanité sur un stade supérieur d'évolution, c'est de l'amener à se connecter à son intuition, à sa sagesse intérieure. Mais si vous voulez, il s'agit véritablement d'une nouvelle culture qui est constituée par cet art de penser. Alors, il faut bien comprendre également que se connecter à son sentiment, à son intuition, n'implique pas d'abandonner la logique et la rationalité. Les deux sont complémentaires. Et d'ailleurs, c'est le fonctionnement normal et naturel de l'être humain que d'être à la fois logique et intuitif. Observez les enfants. Les enfants sont à la fois logiques et intuitifs. Ils sont très intuitifs parce que très connectés à leur cœur, à leurs désirs, à leurs sentiments, et en même temps, leurs questions sont profondément logiques. Donc, le problème, c'est que nous avons appris à nous couper de notre sentiment. Je me rappelle quand je faisais des études de droit, je sentais que je développais uniquement, vous savez, ce qu'on appelle l'hémisphère gauche, l'hémisphère rationnel, et que j'avais besoin de me connecter à mon cœur, à mon intuition, à ma créativité artistique en particulier. Donc nous sommes tous, en tout cas en Occident, victimes de cette éducation qui nous a amenés à privilégier la logique et le raisonnement, ce qu'on appelle la raison, sur le cœur, le sentiment, l'intuition et l'empathie. Il y a à rétablir l'équilibre et l'harmonie entre les deux hémisphères. Et c'est ce que permet ce que j'appelle cette pensée fertile. Alors, quel est le contraire de la pensée fertile? C'est la pensée stérile, déconnectée de l'être intérieur, déconnectée du sentiment. Et c'est ce qui est le plus répandu dans notre société matérialiste occidentale. J'ai observé qu'il y avait deux types de pensée stérile. D'une part, la pensée mécanique, la pensée technocratique, la pensée bureaucratique, la pensée robotique. Donc on nous apprend à fonctionner vraiment comme des machines, comme des robots. C'est très développé aujourd'hui en Occident. Et puis il y a un deuxième type de pensée stérile, c'est la pensée jargonnante, la pensée uniquement conceptuelle qu'on observe chez beaucoup de philosophes, beaucoup d'universitaires également, qui est une pensée purement conceptuelle, une pensée difficilement compréhensible, dont l'obscurité vient en fait de la vacuité et de l'insuffisance du propos, du contenu. Donc, à l'inverse, la pensée fertile, la pensée connectée au sentiment est une pensée claire. Pourquoi? Parce qu'elle procède précisément du sentiment et non pas de concept. Donc réellement, c'est une nouvelle culture que de dépasser le stade de cette pensée robotique, cette pensée bureaucratique et technocratique, et cette pensée uniquement conceptuelle, pour développer la pensée intuitive, la pensée du sentiment. Quatrième aspect de l'art de penser, quatrième qualificatif de la pensée juste, la pensée puissante. Alors qu'est-ce que ça signifie, la pensée puissante? Ça signifie une pensée qui nous propulse en dehors de la norme, du convenu, du connu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend quelque chose de nouveau, et quelque chose auquel ne nous aurait pas amené simplement le raisonnement logique. Tout d'un coup, on a un phénomène d'illumination intellectuelle, on pige, on comprend, et c'est ce que j'appellerais la pensée des génies, c'est la pensée des Einstein, Léonard de Vinci, Newton, Archimède, Galilée, Copernic, etc. C'est-à-dire des gens qui tout d'un coup
comprennent quelque chose qui va bouleverser, révolutionner l'ordre des connaissances établies jusqu'alors. À partir d'un phénomène tout simple, Newton qui observe une pomme qui tombe d'un pommier, Archimède qui est dans sa baignoire, donc justement en train de se détendre, et c'est ce qui arrive lorsque tout d'un coup on lâche prise. C'est l'histoire d'Einstein qui cherchait à comprendre le secret de l'univers, qui n'y arrivait pas, qui essayait de le mettre en équation et qui, bon, dépité, va se coucher, s'endort et se réveille au milieu de la nuit et tout d'un coup il comprend le fonctionnement de l'univers dont il retranscrit une faible partie par la théorie de la relativité restreinte. Mais nous sommes tous potentiellement en tout cas des génies, c'est-à-dire que nous avons cette capacité de comprendre de manière géniale ce qui nous arrive ou l'ordre fondamental du monde. Nous avons tous cette possibilité et ça nous est tous arrivé un moment de comprendre quelque chose d'essentiel, de profond. Et c'est le développement, si vous voulez, de la pensée intuitive. C'est la pensée intuitive, donc la pensée fertile, à un niveau supérieur. Donc c'est un phénomène de nature spirituelle. C'est un des aspects de l'éveil, ce que j'appellerais l'illumination intellectuelle. Pourquoi c'est un phénomène spirituel? Parce que c'est une pensée qui vient du supraconscient, de la supraconscience, ou du supramental, comme disait Sri Aurobindo. Et on n'insiste pas suffisamment, à mon avis, sur l'aspect intellectuel de l'éveil, ou l'aspect cognitif de l'éveil. Parce qu'il y a toujours cette idée que l'éveil, la spiritualité est incompatible avec la pensée. Pas du tout, puisqu'il peut y avoir une pensée impulsée par le sentiment, et même au-delà, par la supraconscience, par le génie, par l'être profond. C'est la raison pour laquelle je parlerai de pensée fulgurante, pensée créative, pensée inventive. Et alors, qu'est-ce qu'est l'inverse de la pensée puissante? Bon, c'est la pensée faible, la pensée molle, j'en ai déjà parlé, la pensée conforme, c'est une non-pensée, et c'est aussi une pensée par laquelle on subit les événements, puisque finalement, on ne pense pas, on se contente de laisser les événements et les autres décider à notre place. Donc c'est la pensée des gens qui subissent leur existence, qui sont constamment victimes, au lieu d'être les auteurs et les acteurs de leur vie. Donc ce n'est pas une situation très intéressante, très réjouissante. Voilà, j'ai un peu fait le tour des 4 aspects de l'art de penser, donc je récapitule: pensée paisible, pensée vivante, pensée fertile, pensée puissante. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle culture. Une nouvelle culture qui, à mon avis, est de nature à changer le cours de la destinée de l'humanité. Et je dirais même que je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est pas en continuant soit dans le matérialisme, soit dans les religions, soit dans la pseudo-spiritualité qu'on s'en sortira. C'est réellement à partir du moment où les êtres humains commenceront à penser de manière différente, de manière réellement profonde, spirituelle, intuitive et connectée à eux-mêmes, à leur conscience, à leur être profond, à leurs sentiments profonds. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, si vous souhaitez participer à la diffusion de cette nouvelle culture spirituelle, cette nouvelle spiritualité, eh bien je vous invite à la partager, à la diffuser le plus possible et à en parler à vos amis et à vos contacts. Merci et à bientôt.